Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur notre chaîne YouTube, c'est Christophe Kuhlmann, le directeur général de la Foncière Cotée Covivio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Donc Foncière Cotée sur la SBF 120 à la Bourse de Paris, foncière diversifiée, on va en parler. Alors, s'agissant du patrimoine, 15 milliards, 25 milliards, que j'ai le bon chiffre. Alors c'est 25 milliards en part totale, si je fais On est dans l'immobilier, bien sûr. les minoritaires qui sont dans nos différentes participations. Le part du groupe, donc ce qui appartient aux actionnaires de Covivio directement, c'est 15 milliards. 15 milliards d'euros, donc de patrimoine immobilier, avec du bureau pour moitié. Je redonne un peu les chiffres, entre Paris, Milan et Berlin, 30% dans le résidentiel, on est en Allemagne, et 20% d'hôtels en Europe. Patrimoine, le lien entre tout ça, c'est quand même la qualité, c'est la montée en gamme, c'est le premium, c'est ça le point commun? En fait, la stratégie de l'entreprise, ça a été toujours d'être une entreprise diversifiée. Pourquoi? Parce que les marchés immobiliers évoluent de façon différente et être capable d'intervenir sur plusieurs marchés, ça permet de tenir compte de l'évolution de chacun de ces marchés et d'investir plus ou moins en fonction de l'évolution des cycles. Après, il est clair que pour nous, travailler, voyager, habiter, tout ça, ça fait partie d'un même mood. Et c'est vrai que dans les éléments aujourd'hui de complémentarité entre ces différentes classes d'actifs, on voit qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est la centralité. On voit qu'aujourd'hui, clairement, l'immobilier, dans les localisations les plus centrales, c'est ce qui se porte le mieux. Et c'est là où vous êtes. Et c'est là où on est aujourd'hui. Vous n'avez que des bureaux qui sont vraiment situés... On a aujourd'hui 70% de notre patrimoine de bureaux qui est dans les zones centrales, dans les grandes villes européennes, 25% dans les business hubs, notamment comme la Défense par exemple, et puis 5% des actifs qui sont dans les zones un peu plus secondaires qu'on est en train d'arbitrer. Ça, c'est sur la partie bureau. Sur l'hôtellerie, on a 90% de nos hôtels qui sont dans des grandes villes européennes. C'est les villes dans lesquelles il y a plus de 2 millions de nuitées. C'est comme ça qu'on mesure en fait la taille du marché de l'hôtellerie. Et puis dans le logement en Allemagne, on n'est que dans les villes de plus d'1 million d'habitants. Il y a ce chiffre que je trouve incroyable, il faut l'expliquer. Taux d'occupation à 97%. C'est les bureaux ou c'est l'ensemble du groupe? C'est l'ensemble du groupe. Mais c'est énorme parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le bureau. Parce qu'on dit que le bureau souffre, moins quand on est évidemment bien placé en premium. Mais quand même, c'est énorme, 97%. On a, depuis de nombreuses années, réussi à maintenir un taux d'occupation de notre patrimoine très élevé. Même pendant la crise depuis 3 ans? Sur la partie bureau, puisque c'est la partie là qui est plus compliquée, parce que sur le logement en Allemagne, le taux d'occupation est de quasiment 100%, donc la question ne se pose pas. Et sur l'hôtellerie, on a en effet aussi une occupation qui est totale, puisqu'on a des engagements avec des clients sur l'ensemble des hôtels. Sur la partie bureau aujourd'hui, on est à plus de 95% de taux d'occupation en moyenne sur notre portefeuille européen. Alors, comment on explique ce bon résultat dans le contexte que vous décrivez, qui est en effet un contexte... Parce qu'il souffre l'immobilier de bureau toujours. En fait, l'immobilier de bureau souffre en périphérie. Aujourd'hui, dans les cœurs des grandes villes européennes, les loyers sont au plus haut historique. On vient de toucher à Paris un loyer de 1 300 € du mètre carré par an, c'est juste 20% de plus de ce qu'on connaissait avant Covid. Donc ça, c'est une réalité. Et il y a un autre exemple pour nous qui est important, c'est Milan. On est très présent sur la capitale économique italienne. Et là aussi, les chiffres sont impressionnants. Aujourd'hui, notre patrimoine immobilier de bureaux à Milan est occupé quasiment à 100%. Donc, quand on parle de crise de l'immobilier de bureau, pas chez vous. Il y a une crise de l'immobilier qui existe, elle est forte en périphérie. Aujourd'hui, il y a bien sûr des chiffres, on les connaît tous, il y a à peu près 30% aujourd'hui du patrimoine de bureaux qui est vacant depuis plus de 4 ans. Ça veut dire qu'en fait, sur le fond, ces immeubles de bureaux, on les appelle encore des bureaux, mais ce ne sont plus des bureaux. Mais pourquoi ne pas les racheter à prix cassé pour en faire autre chose? Pourquoi les racheter? Parce que déjà, pour en faire autre chose. Pour en faire autre chose. Déjà, il faut que les propriétaires acceptent de considérer que ces immeubles de bureaux ne valent plus que ça valait dans leur compte historiquement, et c'est jamais facile à accepter dans certains cas. Après, il y a des zones où on ne peut pas en faire autre chose. Il y a des zones où on peut les transformer. Chez Covivio, on avait notre portefeuille. On s'appelait il y a de nombreuses années Foncière des régions. Oui. Ça voulait dire qu'on était présent dans des zones qui n'étaient pas uniquement centrales. Oui. Et on a transformé notre portefeuille progressivement, et notamment dans les zones de bureaux qui n'étaient pas centrales, pour en faire autre chose. On en a vendu beaucoup, mais on en a aussi transformé en logement. On a aujourd'hui livré plus de 1100 logements, ce qui étaient des anciens immeubles de bureaux qu'on a transformés en logements, et on a 1900 logements en cours de développement ou qui vont être développés. C'est pas inquiétant quand même pour le reste du territoire, enfin le territoire dans les collectivités un peu plus reculées, de voir que cet immobilier de bureau souffre et a vocation à disparaître?
C'est un sujet clairement d'aménagement du territoire qui est important. Il faut que des solutions soient trouvées pour pouvoir requalifier les projets. Mais encore une fois, la preuve de ce que nous avons réalisé, on a eu cette semaine, il y avait le CIMI, vous savez, le salon de l'immobilier qui s'est tenu porte de Versailles, et on a été primé pour un de nos projets de transformation de bureaux en logement à Bordeaux, où à la périphérie de Bordeaux, on avait un immeuble de bureaux qui était loué historiquement à IBM, qui l'a libéré, et quand il s'est libéré, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de ce site? Il se trouve que le site s'était urbanisé autour avec pas mal de logements, on l'a transformé en logement, aujourd'hui on a livré plus de 200 logements sur ce site, et ça fonctionne. Pour ça, il faut avoir bien sûr des équipes capables de mener ça à bien. Chez Covivio, on a des équipes internes de développement qui sont capables de proposer différents types de produits sur des projets immobiliers. Puis il faut avoir les collectivités bien sûr qui suivent et qui acceptent de transformer des usages entre le bureau et le logement. Mais c'est plus difficile ça pour le coup. J'ai noté 4 projets en France, en Italie, donc ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Ça c'est sur l'hôtellerie, c'est un autre sujet. Ok. Ça, pour moi c'était la question sur le bureau transformé en logement. Bureau transformé en logement, on en a fait donc 1100 logements livrés, 1900 projets. Aujourd'hui on a un projet significatif, des projets à Rueil-Malmaison, projet à Nice, des projets sur un certain nombre de collectivités sur lesquelles on travaille pour avancer dans ce secteur. C'est pas facile. En effet, il y a des discussions à chaque fois avec les collectivités. Il y a des freins à lever, parce que c'est... Il y a bien sûr des freins réglementaires à lever. Il y a notamment il y a une loi qui existe, qui est la loi Allure, qui permet d'augmenter en fait la constructibilité des immeubles quand ils sont transformés en logement. Mais pour ça, il faut à chaque fois que le permis de construire soit validé par la collectivité, qu'elle accepte cette fois, dans certains cas, qu'on monte un peu en hauteur. C'est pas toujours facile, parce que bien sûr, il y a les voisins, il y a l'environnement local qui peut être un peu contre cela. Mais quand on y arrive, et quand on a le soutien de la collectivité, on peut le faire. Et c'est vrai que l'autre élément que vous mentionnez pour Covivio, c'est que comme on fait aussi de l'hôtellerie et comme on a un sujet de besoin de plus d'hôtels aujourd'hui sur les zones entre guillemets touristiques, on a nous un programme de transformation de bureaux en hôtel. Et ça c'est beaucoup plus nouveau. Et c'est plus facile à faire? C'est plus facile à faire. Techniquement oui, parce que les trames des immeubles de bureaux sont souvent plus accessibles pour être transformés en hôtel. En logement, c'est vrai que la transformation, on appelle transformation, mais souvent c'est démolition reconstruction. Ah oui. En fait, c'est parce que les trames ne permettent pas souvent de refaire du logement. En hôtellerie, c'est différent. Et d'ailleurs, les 5 projets qu'on a maintenant, qu'on a initiés, donc 3 dans Paris, dans des zones qui ne sont pas dans le QCA, des zones de Paris dans lesquelles il y a clairement des besoins en hôtel et peut-être moins en bureau. On en a un à Boulogne et un autre à Bologne, en Italie, et dans ces villes-là, à chaque fois, là, on garde le bâti et on s'appuie sur le bâti existant pour les transformer en hôtels et ça fonctionne bien. Vos hôtels? Ça sera nos hôtels, bien entendu. Ce sera des hôtels qu'on conservera. 20% du patrimoine est en hôtel. Ça a vocation à devenir 30% en 2030, avec une montée en puissance, on l'a bien compris. Cette classe d'actifs de l'hôtellerie et des hôtels, elle est redevenue en vue, hein, chez vous, même en général, hein. Personne n'en voulait avant du Covid, et puis... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt de la diversification. Vous l'avez bien dit, au moment du Covid, l'hôtellerie, c'était la classe d'actifs ONI, l'hôtel était vide, bien entendu. On a quand même vécu le Covid, bon, c'est quand même un épisode, on espère unique, où la vie s'était arrêtée. Mais aujourd'hui, l'hôtellerie est une classe d'actifs qui a le vent en poupe. Les volumes d'investissement en hôtellerie en Europe ont augmenté de près de 40% par rapport à l'année dernière. Les chiffres de RevPAR, donc de résultats de chiffre d'affaires des hôtels, sont en progression en Europe. Et aujourd'hui, c'est vraiment une classe d'actifs dans laquelle nous, on veut continuer à investir et sur lesquels on est passé de 15% d'allocation à 20% en 2 ans. Et en effet, on veut continuer à augmenter. C'est déjà l'un des plus gros propriétaires d'hôtels 3 à 5 étoiles en Europe, j'ai découvert ça. 280 établissements, c'est ça? On est en effet propriétaire de 277 exactement aujourd'hui hôtels en Europe. Et c'est vrai qu'on est le premier ou un des premiers investisseurs, mais on est aussi quelque part opérateur puisqu'on gère un certain nombre de ces hôtels. Et c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui présente l'intérêt d'avoir des tendances à long terme extrêmement favorables. Toutes les données aujourd'hui montrent que la fréquentation touristique européenne va augmenter dans les 10 années qui viennent de façon sensible. C'est un secteur d'activité sur lequel c'est pas si facile de construire. Aujourd'hui, le nombre d'hôtels en construction, finalement, l'offre future n'est pas importante.
Et enfin, c'est un secteur qui a été, il y a quelques années, fortement attaqué par les offres type Airbnb, qui bien sûr ont amené une offre concurrente très forte à l'hôtellerie. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités européennes sont en train de renforcer leur réglementation pour limiter la location d'appartements en Airbnb, parce que les sujets de logement dans toutes les collectivités sont importants. Et ça, c'est un facteur bien sûr favorable au développement de l'hôtellerie. Vous êtes aussi premiumisé, j'ai envie de dire, sur les hôtels. Au début, vous étiez plus sur des hôtels de moindre standing. On était au départ, c'est vrai, l'histoire de Covivio dans l'hôtellerie, ça a commencé avec des Ibis et des B&B. Donc en fait, des hôtels économiques qui fonctionnent très bien. C'est une classe d'actifs dans laquelle on reste présent. Vous resterez ? On restera parce qu'aujourd'hui, il y a un marché pour ça. Ça représente aujourd'hui à peu près un quart de notre portefeuille hôtelier. Mais c'est vrai que la partie du marché qui se développe le plus, c'est plutôt l'upscale, donc le 4-5 étoiles, sur lequel on n'était pas du tout présent au départ de l'histoire de Covivio. Aujourd'hui, ça représente déjà un tiers de notre portefeuille. Combien de 5 étoiles en tout ? Combien de 5 étoiles ? On doit avoir une quinzaine de 5 étoiles aujourd'hui en Europe. Ouais. Et sur les 277, combien vous en opérez ? Alors on en opère à peu près directement au sein de Covivio. On a lancé l'an passé une marque de gestion. Ce n'est pas une marque d'hôtel, une marque de gestion qui s'appelle WizYou. On opère au travers de WizYou 24 hôtels aujourd'hui, en France et en Belgique. Mais ça a vocation à se développer. Oui, moi ce qui m'intéresse, Christophe Cuban, c'est sa vocation à monter à combien ? On est à moins de 10% aujourd'hui. On est à 10% en direct, mais on a des contrats de management, on a des contrats avec des partenaires tiers, qui fait que l'ensemble des hôtels qui sont en mur et fond chez Covivio, c'est-à-dire qu'on se détient l'immobilier, mais aussi le fonds de commerce, ça représente 40% de notre portefeuille. On n'a pas vocation à aller beaucoup plus loin que ce 40%, mais entre le 10 et le 40%, bien sûr, il y a de la place. Largement. Sur les revenus, puisqu'on parle de pourcentage, vos revenus locatifs sont bien orientés cette année. J'ai vu entre 3 et 5%, ça dépend comment on calcule. Voilà, c'est 5% à périmètre courant et 3,5% à périmètre constant. Donc en fait, on continue à bénéficier de l'amélioration de nos taux d'occupation, on l'a dit tout à l'heure, d'une indexation qui a été favorable, et puis d'un phénomène qui aujourd'hui... Indexation des loyers. L'indexation des loyers, exactement, qui a un effet retard par rapport à l'inflation, notamment en France. Mais et on bénéficie aussi sur le résidentiel en Allemagne, qui est une classe d'actifs pour nous importante, c'est 30% de notre patrimoine, là, d'une évolution régulière des loyers qui est de l'ordre de 5% par an aujourd'hui. Et donc ça, c'est un élément, bien sûr, qui permet d'avoir un socle de croissance des revenus très solide. Et qui permet de sortir, comme vous l'avez confirmé, 515 millions d'euros de résultats nets, a priori, cette année. Résultats nets récurrents, c'est quoi la différence entre résultats nets et résultats nets récurrents ? En fait, pour le monde de l'immobilier coté, on communique sur le résultat net récurrent parce que dans notre résultat net, il y a aussi les variations de valeur d'expertise des immeubles qui peuvent aller et donc qui viennent brouiller un peu les choses. Qui viennent brouiller les choses. Donc on ne communique peu sur notre résultat net, qui est bien plus important puisqu'en plus de ça, à ce chiffre-là, s'ajoutent les variations de valeur qui sont redevenues positives cette année. Après plusieurs années quand même de baisse des valeurs, cette année on a au premier semestre une croissance des valeurs qui a été donc Il est de combien de résultats nets ? Il serait de combien ? Alors là, c'est une colle du jour, mais en fait, il devrait être de 300 millions plus que ce chiffre à peu près. C'est pas rien, dis donc. Oui, mais c'est vrai que on communique peu sur ce chiffre parce qu'il est très volatile. Oui, parce qu'il n'est pas à votre main en plus. Il est très volatile. Le marché, c'est le marché. Ce qui est à notre main, c'est notre résultat récurrent. C'est sur lequel on travaille. Le titre gagne 10% Covivio, donc je disais coté à la Bourse de Paris sur l'SBF 120, 10% de gains depuis le début de l'année. Satisfait ou pas du parcours boursier, là, sur l'année vous regardez, quand on se compare. Quand on se compare, on est plutôt heureux, puisqu'aujourd'hui, le secteur des foncières cotées est à peu près à zéro en moyenne sur l'année. Donc vous surperformez de 10 points. De 10 points, avec en plus un rendement de près de 7% sur les dividendes, ce qui fait un total return sur l'année qui est de l'ordre de 17%. Néanmoins, on reste assez fortement décoté. On compare habituellement le cours des foncières cotées avec la valeur des immeubles, des actifs, ce qu'on appelle l'actif net réévalué, c'est-à-dire les immeubles moins les dettes. Aujourd'hui, notre actif net réévalué est à 80 €, notre cours est à 53, 55, etc. ces derniers jours. 55, donc on a une décote qui est significative, donc ça fait de 30% de décote. Historiquement, si vous regardez dans la longue période, les foncières sont souvent un peu décotées parce que c'est bien sûr, on ne peut pas vendre tous les immeubles, mais c'est plutôt de l'ordre de 10%. Donc il y a un réel potentiel de croissance du cours, si on revient à cette moyenne historique, de l'ordre de 20%.
Et pour ça, il faut quoi? Vous estimez injustement pénalisé parce que finalement, votre profil est différent en tant que foncière, est différent des autres foncières. Le marché, c'est le marché, et donc il faut accepter, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des foncières sont des côtés, puisque ce 30%, c'est assez généralisé sur le secteur immobilier aujourd'hui. Non, l'élément clé aujourd'hui de valorisation des foncières cotées, c'est quand même les cash flows et la capacité des entreprises à faire augmenter les cash flows à l'avenir. Et je pense que la clé, c'est que les investisseurs soient persuadés que d'une part, on est vraiment à la fin de la crise immobilière, c'est-à-dire que la hausse des valeurs va continuer. Et deuxièmement, que le marché entende bien qu'on aura une capacité de faire croître nos cash flows dans le futur. Ouais. C'est ce qu'on pense faire et c'est ce qu'on doit continuer à expliquer. D'autant qu'avant le Covid, le titre était, j'ai regardé, 110, 112 euros. Voilà, le titre était avant Covid en prime sur l'ANR à l'époque. Donc on était au-delà de la valeur de nos actifs. Quelle belle époque. C'était une époque bien sûr différente. Entre-temps, on a quand même levé de l'equity chez Covivio par plusieurs dividendes en actions qui ont permis aux actionnaires de se renforcer à bon compte, ce qui explique je dirais que l'actif net réévalué a mécaniquement baissé, mais pour les actionnaires qui ont bénéficié de ces dividendes en actions, je rappelle qu'il y en a un qui a été émis à 34 €, donc là, ils ont fait aujourd'hui une très bonne affaire. Bon, et le rendement à 7% sur l'action, il est pérenne? Vous me direz que ça dépend aussi du cours du titre. Ça dépend du cours, bien entendu, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a annoncé une politique de distribution de plus de 85% de notre résultat récurrent. On a un résultat récurrent dont on a annoncé une progression nouvelle cette année, donc logiquement, notre dividende devrait progresser dans les années à venir. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Christophe Kullmann, directeur général de Covivio, coté sur la SBF 120, la Bourse de Paris. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.